avec la notion d'initiation et de promotion qu'on a vue tout au début du cours, la cancérogénèse avec des radiations, on l'a vu aussi, et celle due à des agents infectieux. Et je vais vous présenter l'exemple du cancer du col de l'utérus avec l'infection par l'HPV. Alors, cancérogénèse chimique, ça va vous réveiller, c'est le cancer du scrotum chez les ramoneurs. Il y a un Anglais qui s'est rendu compte que les messieurs qui étaient ramoneurs avaient plus de cancer du scrotum. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient de la suie dans les mains, et les hommes, parfois, font un passage de la main au scrotum. Et donc, il y a eu 2 étapes. Il y avait l'initiation qui a été rapide avec des altérations de l'ADN qui étaient irréversibles. Et ensuite, la promotion avec un côté réversibilité, mais des effets sur la prolifération. Et donc, ces 2 modes d'action qui ont été directs et indirects avec une transformation métabolique ont permis de comprendre que finalement, on pouvait avoir des risques chimiques. Et vous savez très bien qu'il y a énormément de risques chimiques qui sont identifiés et que tous les gens qui travaillent en laboratoire, à un moment donné, sont « attention, il faut faire super gaffe de ne pas utiliser ça parce que ça donne des cancers ». La carcinogénèse par radiation, vous savez très bien qu'il y a les radiations X. Marie Curie en est l'exemple même d'avoir énormément travaillé sur la radio et l'irradiation. Elle est elle-même morte d'effets secondaires liés à une leucémie liée aux rayons. La bombe atomique, on a quand même suffisamment de recul pour savoir au niveau d'Hiroshima que ça a été une catastrophe et que ça a créé des cancers, sans aller très loin, puisque nous avons eu une centrale nucléaire qui a eu la gentillesse d'imploser en URSS et que le nuage coquinement a passé la frontière, est allé au niveau des Vosges, des Ardennes, avec des gens qui ont mangé pas mal de champignons et les légumes du coin. Vous savez très bien qu'il y a une augmentation de cancer papillaire de la thyroïde dans ces zones-là. Ce n'est pas hyper dit, revendiqué, tout ça, mais enfin, clairement, il y a eu une montée de certains cancers dans les zones qui ont été un peu plus à même d'avoir les nuages de Tchernobyl. Et évidemment, plus vous êtes blond, aux yeux bleus, taches de rousseur, moins vous êtes amené à vous mettre au soleil. Le mélanome, c'est connu que c'est quand même pas hyper chouette d'aller se mettre au soleil quand on est à risque de faire des cancers. Les carcinomes basocellulaires, les vieux monsieur et les vieilles dames qui se baladent enfin c'est surtout les vieux monsieur calves. Vous voyez souvent des petits trucs sur la peau ou alors des trous parce qu'on leur a enlevé leur cancer, donc c'est sur les zones exposées au soleil. Et puis, les carcinogénèses liées aux agents infectieux, il y en a plein. On va parler de l'HPV parce que, voilà, il faut bien en parler, de l'EBV un petit peu, mais sachez qu'il y a plein de virus qui entraînent des cancers. L'hépatite C, l'hépatite B peut entraîner des hépatocarcinomes. On peut avoir des cancers, des carcinomes, on peut avoir des lymphomes, on peut avoir des sarcomes, et on peut même, avec un même virus, avoir plein de tumeurs différentes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en anatomopathologie et à quoi je sers finalement au quotidien pour aller regarder, en plus de faire le diagnostic, à regarder mes cellules, d'aider à mieux typer cette tumeur sur le plan moléculaire. Alors, pour l'ADN, tout ce qui est en gris, c'est ce qui est fait en biomol ou en génétique. Nous, ce qu'on fait surtout, c'est... alors, j'ai pas mis la NGS, mais évidemment, ça fait partie des choses très importantes et en développement. L'hybridation in situ, vous connaissez le principe de l'hybridation in situ, c'est quoi? Je ne vous entends pas. On prend une sonde à quoi? À ADN, qui va aller s'apparier à un ADN qui est situé au niveau de la cellule tumorale. Vous imaginez bien qu'on va aller chercher des zones particulières de délétion, de mutation qu'on va connaître, mais aussi l'insertion, par exemple, de certains virus. Ah ben, on y retourne. Quand on sait que la maladie est liée, le lymphome de Hodgkin, c'est EBV généralement positif. L'Epstein-Barr virus est intégré dans le génome et à un moment donné, il y a une cellule lymphoïde qui s'est mise à proliférer. Eh bien, on va aller, c'est un argument de plus pour poser le diagnostic et aussi thérapeutique, parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah ben tiens, si on targetait la cellule qui est infectée par l'EBV en faisant des anti-EBV, alors ça serait intéressant ». Donc, l'hybridation in situ, quand on utilise des moyens de le regarder qui sont
je sens que vous avez un problème. Mais dites. Ah ah. Si vous m'écoutiez, au lieu de discuter, vous auriez eu l'explication immédiatement. On dit quiche, c'est de l'hybridation in situ quand on utilise quelque chose de chromogénique. L'hybridation in situ fluorescence, ça s'appelle la fiche. Donc l'hybridation in situ, c'est soit quiche, quand c'est chromogénique, et donc on va l'utiliser non fluorescent, et quand c'est fluorescent, c'est la fiche. Et la fiche, on l'utilise surtout pour aller faire des translocations, des amplifications. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'utiliser plusieurs couleurs, du rouge et du vert, par exemple, qui sont les fluorescences les plus utilisées au quotidien. Et voilà. Mais l'hybridation in situ, fiche, quiche, même chose, même combat. Pour l'ARN, on revient exactement à la même thématique. Là aussi, on a des sondes à ARN, d'accord? Pour aller chercher l'HPV, typiquement, c'est une sonde à ARN. Pour ce qui est de la protéine, eh bien, on va faire de l'immunohistochimie. Et là, on va utiliser quoi pour aller révéler la protéine? Un anticorps, d'accord? Donc là, l'anticorps, il peut être l'immunohistochimie, c'est quand on utilise quelque chose de chromogénique. Et quand on utilise un anticorps qui, à terme, donnera un signal fluorescent, on appelle ça l'immunofluorescence. Donc, c'est exactement la même chose qu'avec l'hybridation in situ. Donc, la gestion du prélèvement, ça veut dire tissulaire, ça veut dire qu'il est certainement suspect de tumeur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On peut faire des appositions sur l'âme avec des études cytologiques. On va déterminer à quoi ressemblent ces cellules. On peut faire de l'immunohistochimie, de l'immunofluorescence aussi, et du FISH. On peut faire du quiche, mais c'est quand même pas très performant. Sur les tissus fixés et inclus en paraffine, on peut faire des études morphologiques, phénotypiques, immunohistochimie, plein de tests moléculaires. On peut faire du FISH, évidemment, aussi, et du quiche. Congélation, même combat, mais là, contrairement au fait qu'en inclusion en bloc et donc par traitement par formol, on a abîmé absolument les épitopes et on a quand même chauffé le prélèvement, on l'a déshydraté, réhydraté, donc abîmé sur le plan épitopique. Quand on congèle, on prend la tumeur, pof, on la met dans de la neige carbonique et dans de l'azote liquide, et donc il est immédiatement figé, et donc là, on a beaucoup moins d'altérations épitopiques. Donc c'est pour ça que souvent on garde de la congélation, parce qu'on va pouvoir faire une étude plus intéressante. Et puis en congélation, on va pouvoir utiliser des fluorochromes avec des doubles, triples, quadruples, quintuples marquages, et je vais vous expliquer pourquoi ça devient intéressant presque au quotidien, mais on est vraiment au confort entre la recherche translationnelle et l'utilisation. Et les milieux de culture, quand on a des prélèvements qui arrivent directement du chirurgien, vous avez vu qu'on soit on le recevait directement frais, soit déjà fixé, soit après une extemporanée. On vous a parlé de l'examen extemporané, hein, où pendant que le chirurgien opère, on nous envoie quelque chose, on nous dit cancer, pas cancer. Et à ce moment-là, on peut prendre le prélèvement et le mettre en milieu de culture et aller demander un phénotypage et un karyotype. Ça, évidemment, ce n'est pas nous qui le faisons, mais on technique le prélèvement et on sélectionne la zone. Donc ça, c'est des moyens d'avoir des cellules. Là, c'est un frottis cervico-vaginal. Hein, quand on va aller chez la gynéco, ben, elle enlève des cellules et ça fait un grattage et voilà. Ça, c'est des appositions pendant une extemporanée. Le ganglion a l'air suspect. On est en train de se dire on ferait bien un karyotype du lymphome. Eh bien, on va apposer les cellules tumorales sur les lames et on va regarder. Et puis là, c'est un lavage broncho-alvéolaire. On a envoyé dans une zone ciblée un liquide dans les bronches du patient et on va le récupérer pour voir quelles sont les cellules qui sont dans les alvéoles. Et donc, on va faire des cytocentrifugations et regarder les lames. Donc ça, c'est aussi les blocs qu'on va regarder, et vous l'avez vu. Et on va couper. Quand les blocs, parce que 80% de ce qu'on fait finalement, et même en biologie moléculaire, va être fait à partir de traitements qui ont été mis en bloc, coupés. Et donc, soit on va directement travailler sur des copeaux pour faire de la biologie moléculaire, soit directement sur des lames, une fois qu'elles sont installées sur des lames, et on peut regarder ce que ça donne. Mais vous voyez, c'est très fin, et on peut vraiment, avec des techniques particulières, aller chercher le génome de la tumeur
à partir de prélèvements, même congelés, enfin même inclus en paraffine. Alors, comme je ne sais pas si vous avez tous intégré déjà votre cours d'avant, très rapidement, pour vous rappeler que la différenciation tumorale, c'est un tissu tumoral qui tend à reproduire la structure et la fonction du tissu normal dont il est issu, que c'est le plus souvent un aspect du tissu dont les cellules tumorales sont originaires. Soit un tissu est différent, on dit qu'il est métaplasique. Vous vous souvenez de la notion de métaplasie, hein, on ne va pas revenir. Mais la tumeur est dite bien différenciée quand elle ressemble nettement de façon homogène au tissu normal, peu différenciée quand il n'y a pas de ressemblance et lointaine, et indifférenciée ou anaplasique quand vraiment ça ne ressemble plus du tout. Tout à l'heure, je vous ai montré une prolifération indifférenciée, anaplasique, on ne savait plus du tout quelle était la cellule tumorale d'origine. On le sait parce que c'était dans le sein, que ça ressemble quand même à des cellules qu'on peut retrouver dans le sein, qu'on a fait des marquages spécifiques des récepteurs hormonaux et qu'ils les exprimaient, donc c'était bien du sein. Donc je vais vous parler à partir de maintenant surtout des carcinomes. Alors encore une fois, souvenir, qu'est-ce qu'un carcinome ? Je vais vous reprendre sur la notion d'épithélium et l'épithélium malpigien. L'épithélium malpigien, je vais vous le redire l'année prochaine, c'est là où vous avez des trous. Parce que cet épithélium est là où c'est le plus résistant aux affronts de l'extérieur. Donc, un épithélium malpigien, vous en avez sur votre corps de façon très importante. Vous en avez où ? C'est écrit, mais c'est surtout l'épithélium malpigien, c'est la peau. L'épithélium malpigien, quand il est kératinisé, ça s'appelle l'épiderme. D'accord ? Le reste de vos muqueuses, c'est des trous. Donc, où est-ce que vous avez des trous ? Dépêchez-vous, on ne va pas perdre du temps là-dessus. Où ? Vous n'avez pas le droit de dire les oreilles, ni le nez. Ça ne marche pas. L'anus, j'ai entendu, ouais. Où encore ? Mais dépêchez-vous. Mais c'est pas grave, on est médecin. Vous allez voir des patients tout nus, des trucs comme ça. Où est-ce que vous avez des trous ? Donc vous avez des trous au niveau des organes génitaux pour les filles qui s'appellent le vagin. Ça va jusqu'au niveau de l'exocole et vous avez l'endocole ensuite où c'est un épithélium de type glandulaire. D'accord ? Donc on a l'anus et on a un autre trou qui vous sert, là vous avez le droit de le dire, c'est pas sale. La bouche, très bien. Donc, vous avez un épithélium au niveau de la cavité orale, qui est un épithélium le même au niveau des lèvres, au niveau des joues, et vous avez cet épithélium-là un peu au niveau du larynx, au niveau des cordes vocales. Donc, cet épithélium-là, il peut devenir tumoral, et les carcinomes, c'est les tumeurs des épithéliums. Donc, on va voir comment on les appelle, mais ça, c'est vraiment du rappel rapide pour qu'on puisse avancer, mais que vous refixiez un peu de quoi on parle. Il y a des épithéliums qui s'appellent cylindriques ou glandulaires. On les trouve au niveau des tubes digestifs, côlon, estomac, pancréas, du sein, de l'endomètre, de la prostate. Et puis on a un épithélium urothélial avec les voies excréto-urinaires. On y va. Quand vous avez, c'est la classification des tumeurs, mais ça vous l'avez vu. Donc on va très vite pour vous redire que quand on a une tumeur bénigne, malpighienne, je vous l'ai dit, c'est votre peau et tous vos orifices. Papillome quand c'est bénin, carcinome quand c'est malin. Quand c'est un tissu épithélial, que c'est malin, ça s'appelle un carcinome. Quand c'est les glandulaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, adénome quand c'est bénin, adénocarcinome quand c'est malin. Transitionnel, papillome, carcinome transitionnel. Quand on parle de la graisse, du muscle lisse, du muscle strié, de la synoviale, du tissu synovial, du tissu vasculaire, du tissu cartilagineux ou osseux, quand il est indifférencié, c'est du tissu conjonctif non différencié, on parle de fibrome ou de prolifération fibroblastique. Et quand c'est une tumeur maligne de tout ce tissu conjonctif, qu'il soit spécialisé ou commun, on parle de sarcome. Les carcinomes représentent 80% des tumeurs que vous allez rencontrer chez vos patients. D'accord ? Carcinome vous avez tous entendu parler du carcinome épidermoïde du col de l'utérus, adénocarcinome de la prostate, adénocarcinome du sein, adénocarcinome du côlon. Tout ça, c'est les carcinomes les plus fréquents. D'accord ? Donc, carcinome, tissu épithélial qui devient tumoral malin. Tissu mélanique, c'est le névus,
névocellulaire, le grain de beauté. Et quand vous avez en malin, ça s'appelle le mélanome. Avant, ça s'appelait le mélanome malin, mais on a considéré que comme il est malin, mélanome, ça suffisait. Ensuite, on a les tissus germinal et embryologiques. On ne va pas du tout en parler. C'est des tumeurs qui sont plus rares. Les plus rares, sauf chez les garçons, où il y a le séminome testiculaire qui est quand même connu, qui est une tumeur maligne. Et donc, vous voyez que vous avez plein de tumeurs différentes. Ensuite, on a le tissu hématopoïétique avec le tissu lymphoïde qui donne les lymphomes. On parle de tumeurs. Je vous ai pas...